passé et l'avenir au secours du présent. Le beau est toujours bizarre. Non, je n'y crois pas. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Le bizarre est souvent beau. C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau. Le beau bizarre. Non, oui, pour moi, oui. De Zineb Souleimani. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace qui aime toujours retrouver Bruxelles et son Kunstenfestival des Arts. سما بهتا وحبيبي كتنسى الحيط بيناتنا تنساني انا امنيتي هاني عرى الحجر الحيط ضعيف برح كبر شروق بعدتي عليا كان خاصني نكون بوحدي من بعد نساني حتى تفكر فيا. Le Kunstenfestival des Arts est l'un des rares festivals en Belgique, si ce n'est le seul, à être porté par les deux communautés officielles du pays, la communauté flamande et la communauté wallonne francophone. La question de la langue traverse ce festival qui communique en permanence dans ces deux langues officielles, en plus de l'anglais qui lui confère une dimension internationale confirmée. Une question de langue qui traverse naturellement les projets artistiques qui s'expérimentent à chaque édition et qui s'abritent dans les différentes institutions culturelles bruxelloises, partenaires du festival. Mais Bruxelles est une ville où 180 nationalités cohabitent et 108 langues sont quotidiennement parlées. Comment alors questionner l'invisibilisation de tous ces savoirs ? Peut-on marginaliser notre manière de penser pour pouvoir rencontrer d'autres manières de penser ? La langue définit-elle une manière de penser ? La langue définit-elle l'identité d'une personne ? Quelle identité et quelle pensée adviennent lorsque la personne est traversée quotidiennement par plusieurs langues ? Qu'est-ce que l'on transmet lorsque l'on transmet une langue ? Qu'est-ce que l'on transmet lorsque l'on ne transmet pas une langue ? Comment aussi une langue secrète, inventée, peut-elle devenir un espace sécurisé pour communiquer au sein d'une communauté menacée ? Une langue, sa langue, est forcément maternelle ? Apprendre une nouvelle langue peut-il passer par des méthodes moins académiques, moins officielles, plus ludiques ? Qui a l'autorité pour transmettre une langue ? Qui pour reconnaître des savoirs transmis mais non reconnus ? Et quels affects une telle transmission peut-elle mobiliser ? Ce sont là des questions qui traversent plusieurs projets présents dans cette 28e édition du Kunstenfestival des Arts, à travers notamment le programme Free School, pensé par les deux directeurs artistiques du festival, Driss Duibi et Daniel Blangagoubé, qui ont associé à la conception de cette édition l'artiste et activiste cubaine Tania Bruguera. Daniel Blangagoubé et Tania Bruguera sont mes invités dans ce 44e épisode du Beau Bizarre. Daniel Blangagoubé, vous êtes l'un des deux directeurs artistiques du Kunstenfestival des Arts à Bruxelles. Est-ce que vous pourriez revenir sur les fils rouges qui irriguent cette 28e édition ? Tout d'abord, le festival est un festival de création dans lequel on essaie de ne pas vraiment poser une thématique au moment où on commence la programmation. C'est vraiment l'idée d'être en conversation avec les artistes sur ce qu'eux ont envie en quelque manière de créer. Mais après, c'est vrai que chaque fois, une fois que la programmation est faite, ou presque faite, on voit effectivement certaines lignes rouges qui émergent. Et cette année, tout d'abord, il y a une vraie question sur les langues, dont on va aussi parler peut-être après, mais qui était présente dans certains projets du festival, et je pense touche aussi quelque chose sur le lien entre langue et identité, ou langue et transmission, ou parfois langue et maternité. Il y avait toute cette dimension d'une transmission et de la manière dont l'apprentissage de langue peut définir l'identité qui était présent dans plusieurs projets. Et je pense que pour nous, c'est quelque chose d'intéressant en quelque manière à souligner, parce que le festival est aussi un festival qui expérimente énormément avec les langages artistiques, dans lequel il y a vraiment une idée de redéfinir en quelque manière parfois les langages artistiques, pas juste les langues qu'on parle. Et donc c'était aussi une possibilité d'explorer qu'est-ce que ça veut dire inventer des nouvelles langues. Après, je pense qu'on a vu à un moment donné surgir certaines questions qui résonnaient entre plusieurs projets. Par exemple, une question qui est apparue, c'était une sorte de critique du système ou de la productivité. Et je pense que c'est quelque chose dont on a beaucoup aussi, qui circule beaucoup, surtout après la pandémie, toute une réflexion sur le temps qui est lié à la productivité, sur l'équilibre entre vie et travail, ou sur la possibilité de repenser d'une manière structurelle l'imposition, quelque manière, à une vie
extrêmement productive. Et donc, juste pour faire des exemples, on a un projet qui est le projet de Dana Michel, qui est un projet dans lequel Dana, qui est une chorégraphe canadienne, a décidé de créer une durational performance de plusieurs heures dans laquelle elle va recréer une journée de travail au bureau. Et donc pour elle, c'était vraiment en lien à la manière dont la culture du travail a un impact sur le corps et même dans nos gestes. Ça veut dire qu'on est complètement imprégné par ce qui arrive au bureau pour celles qui travaillent dans des bureaux et qui influence la position de nos corps, notre manière d'être. Et donc c'est qu'elle fait dans l'espace dans lequel on va présenter, qui est une sorte de open space qui évoque un peu cette dimension bureau. On la voit bouger entre plusieurs espaces, plusieurs coins dans lesquels elle reproduit certains gestes un peu anecdotiques d'une vie, d'une journée de travail. Et par exemple, elle s'est fait un café à la machine au café, où elle envoie un fax. Elle utilise aussi une esthétique parfois d'il y a quelques décennies, mais elle joue avec la possibilité de la chorégraphie de déstructurer ces gestes et de les transformer dans quelque chose de poétique. Donc elle travaille beaucoup sur cette possibilité de transformer des gestes de production en quelque chose de poétique à travers cette fissure chorégraphique. Quand j'ai vu la répétition de Dana, j'avais un peu en tête le geste que Charlie Chaplin fait dans Temps moderne, cette possibilité vraiment de parler de l'aliénation des corps et de la manière dont la productivité était en train de transformer le rythme en quelque manière du corps, mais en même temps cette capacité de déstructurer cette chaîne de productivité pour pouvoir faire surgir quelque chose d'autre. Juste un dernier projet que je voulais nommer par rapport à ça, c'est le projet de Midori Kurata, qui est une artiste japonaise qu'on a accueillie sur le premier week-end du festival. C'est la toute première fois qu'elle sortait du Japon et c'est un projet qui a été accueilli d'une manière incroyable et qui va aussi jouer à Paris au Festival d'automne. Donc si quelqu'un aura la possibilité de le voir, je recommande, c'était vraiment un de mes coups de cœur. Midori, elle est une jeune chorégraphe et metteuse en scène qui habite à Kyoto. Et il y a quelques années, elle était assez frappée par une conversation qu'elle avait eue avec un courtier d'assurance qui essayait de la convaincre de l'importance d'acheter une assurance de vie pour son mari, car ça aurait été dommage de ne pas l'avoir au cas où à la mort de son mari, car à ce moment-là, cette mort serait pas productive en quelque manière. Et donc, toute la pièce est construite sur cette pression en quelque manière d'une société dans laquelle chaque instant de la vie, y compris la mort, doit devenir en quelque manière productive. Et tout est construit autour de ce dialogue, ce speech en quelque manière du courtier d'assurance qui essaye de énumérer les avantages de pouvoir recevoir 5 millions de yens en cash à la mort de quelqu'un. Et pour Midori Kurata, c'était aussi une référence à la crise financière au début des années 2000 au Japon, dans lesquelles il y avait pas mal de gens qui achetaient des assurances de vie pour se suicider, pour pouvoir laisser quelque chose à la famille et de pouvoir être encore considéré comme the breadwinner. Donc quelqu'un qui avait quand même, même dans cet acte, assurer en quelque manière que la famille puisse vivre. Et là aussi, il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans le fait de raconter cette histoire d'une manière extrêmement, parfois aussi symbolique et pointue, mais d'arriver à toucher quelque chose qui évoque vraiment quelque chose qui est au cœur de la société japonaise et pas que japonaise en quelque manière, aussi dans pas mal de sociétés occidentales. Alors, dans le cadre de la programmation, vous avez imaginé depuis plusieurs éditions le principe de la Free School comme un espace alternatif où de nouveaux modèles de transmission peuvent être inventés. Comment est venue la nécessité d'inscrire la Free School dans la programmation du festival et comment elle se réinvente chaque édition ? Mais la Free School est un peu pour moi de l'ADN du festival. C'est-à-dire l'ADN du festival, c'est soutenir la création artistique et donc rester toujours attentif aussi aux formes de production qui émergent de la part des artistes. Je pense que nous, au festival, on a vraiment une chance de pouvoir accompagner des projets avec des formats qui ne sont pas déterminés par une forme d'expérience ou par un lieu préétabli. On n'a pas une salle
pour laquelle on doit programmer. On n'est pas un centre d'art, on n'est pas un théâtre, on n'a pas de lieu, sauf les bureaux dans lesquels on est maintenant. Mais donc ça, c'est parfois une difficulté, mais c'est aussi le grand luxe de pouvoir toujours partir des projets artistiques pour pouvoir après se demander mais quelle est la forme dans laquelle ce projet doit être présenté. Et de plus en plus aussi, on voit le festival dans sa possibilité d'être complémentaire à ce qui peut être fait déjà par d'autres institutions aussi à Bruxelles pendant l'année, par les théâtres, par les centres d'art. Et c'est pas une volonté de singularité du festival, mais c'est plutôt que je pense que nous, comme chaque institution aussi, on essaie de se mettre au service de la création artistique et de voir en quelle manière on peut être complémentaire à ce qui existe déjà pour pouvoir enrichir les possibilités que les artistes ont de pouvoir expérimenter avec des formats qui ne sont pas encore là, qui n'existent pas encore. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on essaie de faire très attention. Et donc, souvent, on expérimente avec des formats un peu hors cadre ou pas complètement domestiqués, je dirais. Par exemple, des spectacles qui durent toute la nuit, comme cette année avec Miriam van Imsot et Luca van Haasbroek, ou avec Lenio Caclea. Là, c'était un spectacle en 2 volets, dans une salle de théâtre, mais aussi dans un parc à 7h du matin. Donc, on essaye vraiment, à partir du projet et de la recherche artistique, de trouver les meilleures conditions pour pouvoir présenter ces projets. Et donc, en 2019, en 2018, quand on a commencé à la direction, on était souvent en contact avec des artistes qui considéraient la transmission d'une pratique artistique ou la transmission de savoir comme quelque chose qui n'était plus considérable comme simplement des workshops ou des pratiques de transmission aux marges de la pratique artistique, mais qui considéraient ça comme des pratiques artistiques. Donc on a beaucoup vécu une saison d'artistes qui étaient en train de construire des écoles fictives ou des institutions fictives. On pense à Ahmed Ogout avec la Silent University, ou encore dans les projets qu'on accompagnait, c'était Akira Takayama avec la McDonald's Radio University. Donc l'idée vraiment de créer des projets artistiques qui s'est basé sur la transmission de savoir, qui voyait au cœur du projet artistique la transmission d'un savoir. Et souvent, et ça c'était aussi toujours très présent, c'était la possibilité de pouvoir voir les projets artistiques comme un endroit où remettre en question les hiérarchies des savoirs aujourd'hui. Et donc, se poser une question sur qui a la possibilité de transmettre un savoir dans une ville comme Bruxelles, mais on pourrait aussi parler en général aussi assez similaire dans d'autres villes en Europe, mais qui a la possibilité de transmettre un savoir, qui est reconnu comme détenteurs d'un savoir. On sait très bien que l'idée de savoir est liée aussi à l'idée de pouvoir, et donc et on sait que dans une ville comme Bruxelles, il y a plein de savoirs qui ne sont pas reconnus ou qui sont invisibilisés. Et donc souvent, de la part de ces projets artistiques, c'est un peu la volonté de remettre en question la manière dont le savoir académique a standardisé l'idée de savoir, et surtout dans la modernité occidentale, avec quelque chose qui devait être mesurable, quantifiable, et qui se transmet d'une manière verbale et qui doit passer par une sorte de standardisation du savoir. Et donc c'était là la volonté de pouvoir revendiquer que la transmission du savoir passe par d'autres formes, parfois beaucoup plus affectives, parfois par des formes qui ne peuvent pas être verbalisées, parfois à travers des contenus qui ne sont pas reconnus comme faisant partie du canon, en quelque manière, du savoir occidental. Et on a essayé, en quelque manière, de soutenir les artistes dans cette démarche. Et c'est là qu'on a créé ce projet Free School. Donc c'était vraiment un volet du festival qui regrouper ces projets. Et l'idée de les regrouper, c'était vraiment pour pouvoir leur donner une visibilité centrale. Parce que trop souvent, dans les institutions, ces pratiques de transmission sont un peu aux marges de la programmation artistique. Un peu dans les dernières pages de la brochure, on trouve aussi les activités extra. Et c'était au contraire l'idée de lui donner une centralité, et donc de se dire, ok, non, mais on va pouvoir le regrouper, de créer aussi une école fictive, Free School. Imaginez ça au centre du festival, donc lui donner en quelque manière presque la plus grande visibilité, même si c'est un projet c'est assez particulier dans le cadre du festival. Donc ce titre, ce nom Free School émerge effectivement de ça, cette idée de free comme quelque chose de libre, ça veut dire de pouvoir revendiquer la liberté qu'on a, ça c'est vraiment un luxe qu'on a dans les institutions artistiques, de pouvoir expérimenter avec les formats d'une manière beaucoup plus facile que par exemple dans les contextes académiques dans lesquels un changement en quelque manière des formes de transmission demande beaucoup plus de temps.
Donc ça, c'était l'idée vraiment de cette liberté, mais aussi cette free school, parce que toutes les activités de la free school sont toujours gratuites et pour les participantes et participants. Donc au début, on a vraiment créé ce projet d'une manière assez intuitive, et après, à partir de la deuxième édition, on s'est concentré, on a compris que c'était aussi un espace dans lequel on pouvait travailler chaque année autour d'une thématique ou d'une discipline. Comme je disais avant, le festival n'est pas thématique, mais là, sur la Free School, on a compris que travailler autour d'une thématique plus précise, chaque édition, permettait aussi de rentrer en contact avec plein d'associations qui n'étaient pas forcément intéressées aux arts de la scène, mais qui étaient hyper intéressées par une discipline spécifique qu'on était en train de traiter. Par exemple, l'année passée, on a travaillé autour de la musique. Et donc la musique comme forme de transmission de savoir. Et donc on était en contact avec plein d'associations ici à Bruxelles qui regroupent des gens autour de la musique, donc c'est assez large, et qui étaient impliqués dans le projet Free School, même si ne connaissaient pas le festival, ce qui est tout à fait légitime. Et cette année, on a décidé de travailler autour de l'apprentissage de langue. Comme je disais, c'est quelque chose que souvent émerge un peu dans certains éléments qu'on voit déjà dans le programme, et c'est ça qui suggère en quelque manière l'idée d'une free school. Et cette idée d'une free school autour de l'apprentissage de langue était pour nous assez intéressant dans le contexte bruxellois, car à la fois, comme vous le savez, la Belgique a un rapport assez intéressant avec les langues. Il y a deux langues qui ont quand même un impact identitaire très fort sur les institutions du pays, c'est-à-dire toutes les institutions artistiques, culturelles doivent se définir en quelque manière ou doivent s'affilier soit au réseau francophone ou flamand. Le Festival des Arts est une des rares exceptions d'un festival qui a été créé par les deux communautés. Et donc il y a toujours cette dichotomie ou ce passage entre plusieurs langues. Mais Bruxelles est aussi une ville dans laquelle on estime qu'il y a 180 nationalités, 108 langues qui sont couramment parlées, dans laquelle il y a une stratification aussi très intéressante. Et je pense aussi que cette absence d'une langue nationale a aussi permis en quelque manière une multiplication des langues d'une manière beaucoup plus libre que dans d'autres contextes dans lesquels le rapport entre langue et identité nationale est beaucoup plus étroit. Et donc là, Bruxelles a effectivement cette stratification d'immigration. On pense à la responsabilité coloniale du Centrafrique, mais aussi tous les accords avec les travailleurs, travailleuses, surtout de la diaspora maghreb descendante qui sont à Bruxelles. Beaucoup de personnes qui ont migré en Belgique pour venir travailler dans les mines à partir d'Italie, Espagne, Portugal. Il y a toute la partie aussi maintenant des institutions européennes. Il y a toute une communauté de l'Europe de l'Est, donc c'est assez stratifié. Et c'est là qu'avec ce projet qui s'appelle The School of Integration, cette année, on a décidé d'ouvrir une école de langue, des langues dans lesquelles pouvoir chaque jour avoir des cours de langue non hégémoniques à Bruxelles. Donc le travail qu'on a fait avec Tania Bruguera, l'artiste cubaine qui est au cœur du projet, et qui a créé ce concept de School of Integration, c'était vraiment identifier les langues et pouvoir vraiment réfléchir avec elle aux différentes politiques des langues qui existent à Bruxelles. Donc au cœur de School of Integration, c'est vraiment ce terme, intégration, très chargé politiquement. Et donc souvent l'idée que l'apprentissage des langues est un des paramètres qui est utilisé pour pouvoir juger l'intégration de quelqu'un dans le contexte local. Aussi ici en Belgique, l'apprentissage du français et du néerlandais. Et donc l'idée de Tania était de pouvoir multiplier les langues qui sont en quelque manière enseignées dans cette School of Integration. Donc là, cette année, on a des cours d'arabe, de Reja, des cours de mandarin chinois, des cours de lingala, d'ukrainien, de portugais. Et donc c'était vraiment suggérer l'idée que pour pouvoir s'intégrer, il faut venir prendre ces cours de langue. Et l'idée, c'était vraiment de modifier en quelque manière ce concept d'intégration et de les voir pas uniquement comme l'idée d'inscription verticale dans la culture hégémonique, mais plutôt comme parcours horizontal de rencontre de l'autre. Et donc de se dire que tout public est bien invité au festival à apprendre l'arabe, ou à apprendre le lingala, ou à apprendre l'ukrainien. Et ces cours sont des cours artistiques, c'est-à-dire sont des cours dans lesquels on a beaucoup travaillé pour transmettre chaque fois
une langue et aussi en quelque manière une pratique artistique qui vient avec. Chaque cours est différent. Par exemple, le cours de Lingala, c'est un cours de rumba congolaise qui, à travers l'apprentissage de l'histoire de la rumba et de la musique même, donne des notions de Lingala. Et l'idée, ce n'est pas de devenir fluent dans ces langues, parce que chaque langue est quand même... chaque cours, en quelque manière, s'étale sur 3 séances, mais c'est quand même de pouvoir vraiment rentrer dans la spécificité d'une langue et pouvoir repenser parfois des concepts politiques à travers une autre langue. Juste pour donner un autre exemple, pour le cours d'arabe, on travaille avec un artiste qui s'appelle Salim Jaferi, qui a fait tout un projet qui s'appelle Colonisation, dans lequel il fait une recherche sur la manière dont colonisation est dit en arabe, et l'absence en quelque manière d'un terme et sa multiplication entre plusieurs termes qui permettent en quelque manière de revoir différemment le concept politique. La colonisation. Le mot colonisation, le fait de coloniser. Extrait du spectacle Colonisation de Salim Jafri. M'intéressant particulièrement à la colonisation française en Algérie, je me suis demandé comment est-ce qu'on disait colonisation en arabe. Assez naturellement, je me suis d'abord tourné vers une partie de ma famille algérienne, immigrée en France. J'ai demandé à ma mère et à ma tante Didige comment est-ce qu'on dit colonisation en arabe. Et toutes les deux m'ont donné la même réponse. Colonisation. Alors, surprise de ma part, j'imagine que comme vous tous et toutes, je m'attendais à un mot arabe. Donc l'idée vraiment des différents cours, c'est vraiment d'ouvrir à la richesse de pouvoir penser à travers une autre langue. Ça, pour moi, c'est aussi vraiment au cœur de cette réflexion cette année, savoir et partager cette idée que le langage et la langue qu'on parle n'est pas la traduction de ce qu'on pense, mais elle forme notre manière de penser. C'est-à-dire qu'on pense différemment en parlant français, par exemple, qu'en parlant une autre langue. Et que justement pour la présence et absence de certaines catégories, de certaines expressions, de la manière de composer les phrases, la langue influence en quelque manière, forme nos pensées. Et apprendre une autre langue, ça veut dire s'ouvrir aussi, pas simplement au fait anecdotique de pouvoir parler ou dire quelques phrases, mais aussi de pouvoir aussi marginaliser notre façon de penser pour pouvoir s'ouvrir aussi à la possibilité qu'il y en a d'autres aussi. Et donc c'est là la vraie rencontre en quelque manière, elle n'est pas simplement dans la possibilité de parler. Vous le disiez justement, à Bruxelles existe 180 nationalités et 108 langues cohabitent, mais l'apprentissage donc des langues officielles est davantage conseillé pour permettre, selon le discours officiel, une intégration réussie. Et tout l'avantage et en tout cas l'intérêt de la proposition, c'est de décaler la notion d'intégration. Et la présence de la langue comme axe fort dans la programmation et naturellement dans celle de la Free School, vous l'aviez associée, enfin en tout cas vous avez pensé une association avec l'artiste Tania Bruguera. Pourquoi ce choix et comment la démarche artistique de Tania Bruguera s'est exprimée dans cette invitation? Donc quand on a commencé à réfléchir autour de cette thématique de langue, c'est vrai que Tania avait déjà créé une première édition de la Free School en 2019 à Manchester, qu'on avait vu, que moi j'avais vu, et Driss aussi. Mais c'était encore une édition pilote et dans laquelle il ne s'agissait pas, et ça c'était la grande différence, de pouvoir transmettre une langue, mais plutôt une culture. Et donc c'était des aspects typiques où c'est que les gens revendiquaient elles-mêmes comme faisant partie en quelque manière de leur culture. Après, on a commencé à dialoguer avec Tania sur cette idée de imaginer une école d'intégration qui était vraiment focus sur l'action de l'apprentissage de langue. Et Tania était assez intéressée, mais c'était justement parce qu'on lui avait aussi parlé du contexte bruxellois et la spécificité en quelque manière de cette multiplicité des langues qui existent ici et de la manière dont les langues coexistent aussi dans l'espace public. Je pense que c'est ce lien entre langue et identité, la langue qu'on parle à la maison, la langue qu'on peut parler dans l'espace public ou pas, je pense qu'il y a quelque chose d'extrêmement politique que est défini dans cette cartographie de l'expression linguistique en quelque manière dans une ville. Et je pense que Tania, elle était très, très intéressée, elle est une artiste très précise et très généreuse. C'est-à-dire elle est très consciente que pour ce genre de projet, accompagnée par des personnes qui sont
vraiment connaissance du territoire. Donc, on avait beaucoup de discussions avec elle, mais c'est un projet qu'on a accompagné étape par étape avec plusieurs personnes de l'équipe du festival, beaucoup avec Eric Cususo qui travaille ici au festival avec nous sur toute la partie Discursive Programme public. Tania nous a d'abord demandé quelles sont les langues qu'on devrait mettre en avant aussi dans un projet de School of Integration dans le cas de Bruxelles. Donc on a fait toute cette recherche et pour nous, en quelque manière, elle nous a vraiment fait confiance en quelque manière dans cette construction dans laquelle à chaque étape on était en dialogue sur l'orientation et la direction de ce projet. Et l'idée pour nous et pour Tania aussi dans les conversations était vraiment de ne pas choisir les 6 langues les plus présentes à Bruxelles, mais c'était aussi, pour nous ça c'était assez important de faire un choix qui pouvait aussi revendiquer l'hétérogénéité des histoires des migrations vers Bruxelles. C'est-à-dire que trop souvent, l'idée des communautés diasporiques ou des personnes avec un background translocal est souvent homogénéisée comme des personnes issues de la migration, comme souvent on dit. Mais le choix aussi d'avoir des langues très différentes était aussi vraiment pour parler du fait que Bruxelles a une stratification et une histoire de migration qui est en lien avec des époques historiques très différentes. Encore une fois, si on pense aux personnes qui venaient travailler dans les mines, donc qui parlaient souvent italien, portugais, espagnol, c'est quelque chose qui date il y a presque 100 ans. Ou si on prend l'ukrainienne, c'est une langue qui est aussi en lien avec une migration très récente liée à la guerre. Ou encore, si on parle de lingala, avec l'histoire coloniale de la Belgique, ou si on parle de l'arabe de Reja. Donc, ce sont toutes des langues aussi qui ne parlent pas simplement de différentes communautés, mais aussi des différents moments historiques. Et pour nous, c'était assez important pour pouvoir déjouer en quelque manière cette perception homogénéisante qui existe souvent vis-à-vis de ce qu'on appelle être la migration en quelque manière. Et donc, c'est ça qu'on avait beaucoup partagé avec Tania. Et donc, c'est ça qui nous a un peu guidés aussi dans la sélection des langues. Par exemple, il y a aussi le mandarin chinois parmi les langues, parce que c'est une communauté qui est présente à Bruxelles et extrêmement visibilisée. Donc il y a très peu des gens, si on demande dans la rue, qui nommeraient le mandarin chinois comme une langue parmi les langues les plus parlées. Et donc on a voulu en quelque manière aussi jouer avec ce qui est visible ou en visibilisé en quelque manière dans une ville comme Bruxelles. Suite à l'invitation du Kunsten Festival de travailler à transmettre le Polari dans le cadre des cours de la School of Integration, l'artiste Gérald Kurdian. Je me suis dit qu'il était intéressant de profiter de l'histoire du Polari, c'est-à-dire que le Polari, en fait, ça existait jusque dans les années 60, à peu près jusqu'à la décriminalisation de l'homosexualité en Angleterre. Et après, il y a eu un shift de génération, il y a eu des perspectives différentes entre les générations plus anciennes, on va dire plutôt gays et lesbiennes, mais surtout gays. Il y a une division entre les jeunes générations qui se sont un peu désengagées des luttes des anciennes générations, et du coup la langue a périclité parce que les jeunes ne l'utilisaient pas. Du coup, ça m'intéressait de reprendre le fil de cette histoire, donc de se demander à quoi sert cette langue. Donc, le Polari étant ce crypto-langage qui permettait aux personnes homosexuelles, mais aussi aux prostituées, aux marins, aux gens de cirque, aux gens de spectacle, etc., de communiquer en secret ou en tout cas en parallèle des échanges que Yale pouvait avoir avec le monde un peu normatif, on va dire ça comme ça. Et donc, je me suis dit que je voulais proposer de faire un atelier où on écrirait en Polari des échanges, des conversations avec des ancêtres qu'on choisirait. C'est-à-dire de comprendre comment se transmet le trauma intergénérationnel ou transgénérationnel, non pas d'une famille de sang à un membre de famille de sang à un autre membre de famille de sang, mais d'un membre d'une communauté marginalisée à un autre membre d'une communauté marginalisée. Et donc ce qu'on fabrique, c'est une collection de textes pour un fanzine. Et la proposition pour écrire ces textes, c'est que les participantes se projettent dans un espace mental sur le mode des palais de mémoire. C'est-à-dire que ces personnes-là inventent un espace mental qui serait un espace de cruising. Donc le cruising étant, comme on appelle les endroits où les personnes homosexuelles se draguent et éventuellement pratiquent le sexe ensemble, cachés, dans des endroits de la ville un peu secrets. Et donc je propose aux participantes d'inventer, de localiser leur rencontre avec cet ancêtre parlant le Polari dans un espace imaginaire de cruising. Et donc ça donnera lieu à une publication, en vrai à 2 publications, une publication d'un fanzine secret qui restera secret puisque le Polari c'est une langue secrète, donc on respecte ce truc-là avec
tous les textes écrits par les participantes en polari avec leurs ancêtres, et une autre publication éditée, choisie. Les personnes du groupe choisiront qu'est-ce qu'elles veulent laisser à la vue du monde normatif. Et donc, qu'est-ce qu'on pourra publier de manière complètement grand public dans un deuxième fanzine, voilà. Et ça sera donné probablement le 3 juin lors de la restitution de la School of Integration. Et parmi les langues, j'ai nommé en quelque manière les 5 langues, mais il y en a une 6e qui est assez particulière, mais qui pour nous était assez intéressante dans la composition de School of Integration. Et cette langue s'appelle le polari. Et c'est une langue secrète qui était parlée en Europe de l'Ouest dans des milieux, aujourd'hui on pourrait dire queer, mais à l'époque c'était plutôt des personnes homosexuelles ou des personnes qui pratiquer des actes homosexuels de quelque manière. C'était une langue secrète qui était transmise de personne à personne pour pouvoir se parler sans être compris de l'extérieur à une époque où l'homosexualité était interdite et punie. Donc c'était très présente dans certains milieux, dans le monde du théâtre, dans les ports, dans les prisons aussi. Et c'était donc cette langue secrète qui a disparu après, au cours du XXe siècle, avec la dépénalisation de l'homosexualité. C'était un vrai safe code. Et il y a des traces de cette langue qui était parlée vraiment entre l'Angleterre, Belgique, France, Italie. Et donc le nom polari vient de l'italien parlare, qui était en quelque manière modifié. Et la raison pour laquelle on a voulu intégrer aussi cette langue dans la School of Integration, c'était pour marquer ce côté de la puissance des langues comme forme de communication contre-hégémonique. C'est-à-dire savoir que la langue n'est pas justement uniquement la langue dominante ou la langue qui représente en quelque manière la culture hégémonique, mais que dans une ville comme Bruxelles, il y a plein de langues qui constituent aussi des safe codes. Ça veut dire la possibilité de pouvoir en quelque manière se retrouver chez soi en quelque manière, de pouvoir en quelque manière créer aussi des liens de solidarité qui passent à travers le langage. Et en quelque manière, le polari crée une sorte de généalogie aussi de cette idée d'une sorte de safe code. Et c'était la volonté en quelque manière d'avoir un cours de polari, mais c'est surtout parce que cette langue a disparu, donc il y a très peu de traces, même si il y a toute une recherche qui est faite maintenant sur le polari, parce que c'était vraiment présent même à l'intérieur de certains textes de William Shakespeare. Il y a des parties en polari, parce que c'était l'époque où le polari était parlé dans les milieux du théâtre. Et donc c'est un artiste, c'est Gérald Courdian, qui a fait toute cette recherche de retrouver toutes les sources en quelque manière de polari pour pouvoir reconstituer aujourd'hui une sorte d'outil pour pouvoir retransmettre la langue aujourd'hui à la communauté queer. Donc c'est le seul cours qui est ouvert uniquement aux personnes qui s'identifient en tant que queer. Et ça c'est uniquement par respect pour l'origine de cette langue, qui était une langue secrète. Mais la raison pour laquelle pour nous était aussi important, c'était créer aussi presque une généalogie de la communauté queer. Ça veut dire que souvent, quand on parle de communauté queer, on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement récent, qui est né dans les dernières 60 ans. Et parfois, on a l'impression que, pas uniquement par rapport à la communauté queer, mais que c'est extrêmement important de pouvoir réinscrire les luttes d'aujourd'hui ou les actes de solidarité d'aujourd'hui dans une généalogie aussi, de pouvoir rendre hommage aussi aux ancêtres en quelque manière qui ont parfois lutté ou parfois créé des formes d'interdépendance et solidarité qui a permis aussi de pouvoir se retrouver en quelque manière, de pouvoir survivre aussi dans certaines conditions. Et donc, il y a toujours, je trouve, une force dans le fait de savoir que les luttes qu'on amène aujourd'hui, elles ne sont pas isolées, qu'elles étaient là hier, qu'elles sont là aujourd'hui et qu'elles seront là demain en quelque manière.
Tania Bruguera, merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre. Vous êtes une artiste et activiste cubaine. Vous faites un travail engagé qui explore les thèmes de la censure, de la liberté d'expression ou des droits de l'homme. Vous utilisez l'installation, l'art vidéo, mais aussi la performance, où vous cherchez souvent à faire réagir ou à faire réfléchir le public pour pousser à remettre en question les normes établies. Pour votre activisme, vous avez fait l'objet de plusieurs actes de censure par l'État cubain qui vous ont poussé récemment à l'exil. Un choix personnel qui a une raison précise, je crois. Vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, merci pour l'invitation. Bon, la raison précise, c'était que le régime cubain, il avait plein des artistes, des collègues à nous qui étaient en prison. Alors, comme ils avaient beaucoup de besoins que je parte de Cuba, ils m'ont offert 4 fois de partir. Même la dernière fois, ils m'ont dit, si tu n'as pas d'argent pour acheter le billet, on te met dans l'avion. C'est pas problème. Et moi, je disais toujours non, 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 parce que je croyais que c'était important d'être là. Mais en même temps, ils ont mis en prison plein de gens qui étaient nos collègues, nos activistes de notre groupe. Alors, j'ai décidé de faire un petit échange, on dirait, que j'ai proposé, que c'était « je pars si vous libérez les gens qui sont en prison », parce qu'il y avait même des enfants, des gens de moins de 18 ans en prison. Et ça, je croyais que c'était horrible. Et bon, ça a fonctionné. Mais je suis appris qu'on ne fait jamais un pacte avec le diable. C'est pour ça que je le dis. Ils m'ont dit que oui, mais après ils ont envoyé des artistes qui sont libérés avec un message pour moi de dire que ne pense pas à retourner. Parce qu'on ne va pas te laisser retourner. Si tu retournes, on te met en prison 20 ans. Alors, c'était un peu clair. Récemment, justement, nous avons vu votre travail à la Documenta de Kassel, où vous avez justement rendu hommage dans votre installation aux nombreux artistes cubains qui vivent la censure et qui ne sont pas reconnus pour leur art à Cuba. Mais aujourd'hui, nous sommes à Bruxelles. Vous avez été invité par le Constant Festival des Arts à imaginer une free school autour de l'apprentissage des langues non officielles. Quelle est l'idée de ce projet et comment vous l'avez composé avec la direction artistique du festival ? Oui, moi je suis hyper heureuse d'être invitée au Kunst Festival des Arts et pour ce projet-là parce que c'est un projet que j'ai commencé en 2005. C'est une idée de 2005 et qu'après j'ai fait à Manchester Theatre Festival. Mais cette version-là, c'est hyper près de mon cœur parce que c'est sur la langue. Et moi-même, j'ai dû apprendre des autres langues. Maintenant, je parle un peu français, pas très bon, mais on s'exprime. Et pour survivre. Mais en même temps, j'ai vu comment dans la société qui accueille les immigrants ont le devoir d'apprendre une langue et une culture, c'est pas à eux, mais quel est l'effort qu'ils font les gens qui reçoivent les immigrants? Est-ce qu'ils sont ouverts à comprendre qui va être leur voisin? Pourquoi ils ont cette culture? Alors dans ce cas-là, on s'est focalisé dans la langue. Et la langue, ça veut dire, on a choisi pour chaque des 6 langues qu'on a le workshop, des paroles qui ne sont pas traduisables, et des paroles qui disent des concepts qui sont créés par la colonisation ou par des situations qui sont expressément de cet endroit-là et qu'on ne peut pas emmener dans un nouveau endroit. Et je crois que ça a été hyper intéressant. J'ai vu tous les classes. Déjà, je viens de voir celle de Polari il y a 2 minutes. Et ils sont incroyables. Chaque saison a été incroyable, différent. Parce que les profs, qui sont artistes aussi, eux, ils ont amené même des activités à faire. Et c'est vrai que quand tu fais des activités, tu te souviens plus encore des paroles, non? Et on a appris plein de choses sur la Chine, sur le portugais, sur le Congo aussi. Et aujourd'hui, le Polari, c'était incroyable parce que c'est une langue, a été dit que c'était une langue en extinction.
parce que c'est une langue que se parlait pour la communauté LGBTQ+, dans les siècles 6e siècle à 19e siècle. Et maintenant, il y a quelques efforts de retrouver cette langue qui est un peu une langue invisible, un peu privée pour la communauté. Justement, dans ce programme d'apprentissage, il n'est pas question d'apprendre de manière classique une langue, mais de passer par d'autres manières de transmettre une langue, et ce ne sont pas des professeurs, mais des artistes ou des personnes différentes qui viennent transmettre quelque chose de cette langue-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces méthodes un peu alternatives de cette transmission? Oui, ça vient d'une chose que je vois tout le temps, que c'est comment on crée de la poubelle intellectuelle. Je l'appelle comme ça un peu. Ça veut dire c'est tout la connaissance qu'ont les immigrants qui arrivent de manière différente de solution, d'avoir une solution pour les problèmes, de manières différentes de se communiquer. Tu vois, les langues, ils ont différentes manières de voir la vie, non? Et ça, on le déchire. On le met dans la poubelle parce qu'on voit les immigrants seulement avec les gens, comme des gens qui vont faire le travail brut, on dit, tu vois, manuel, dans la factory, l'usine, tout ça. Mais on devrait faire un stop et parler avec eux. Parce que peut-être tu parles avec une femme congolaise, et peut-être autour de son langage, de sa vision du monde, tu peux changer le tien. Et c'est intéressant ce que c'est intéressant et joli de l'immigration, c'est comment on est plus complexe et on comprend les choses différemment une fois qu'on est en contact avec quelqu'un d'un autre endroit. Et qui participe à ces cours que vous avez pu suivre certains? Du coup, vous nous avez dit qui sont ces personnes? Bon, je vous dis que c'était plein de gens. On avait mis un cap de 15, plus ou moins. On a toujours 20. Et maintenant, on est à 26, 27, parce que c'est vrai qu'on a un peu une limite pour faire une meilleure classe, mais en même temps, on voudrait de plusieurs personnes de venir. Et la chose que c'est belle, c'est que c'est pas une seule fois. Ça veut dire, on parle beaucoup de care, non, du soin, mais le soin, c'est aussi être présent tout le temps. Pas seulement une fois, mais chaque fois. Et c'est une chose qu'on a mis dans le programme. Ça veut dire que tu viens pour 3 classes. Tu vois, tu viens une fois par semaine, 3 semaines. Tout le temps du festival. Et comme ça, c'est un geste aussi de soin pour celui qui donne la classe, non? Et de montrer que tu as vraiment un désir de savoir et d'être proche d'eux. Ce ne sont pas des professeurs, donc ce sont des artistes. Et comment ils transmettent? C'est quoi la pédagogie alternative? Surtout, ce n'est pas classique, oui, comme on dit. Et c'est plus cool, je crois. Mais même, il y a des profs qui ont mis de homework. Comment on dit en français, le devoir. Alors, même il y a quelques qui ont mis des devoirs. Ils ont des devoirs géniaux, très, très sympa. Mais ça a été hyper bien parce que les profs, ils parlent, oui, ils utilisent quelques mots clés pour entendre des choses, mais vraiment, il y a une transmission d'énergie. Plutôt. Et peut-être on ne va pas comprendre en 3 leçons, on ne peut pas apprendre une langue, mais au moins on se sent connecté. Et on a un accès que c'est respectueux pour eux, et dans une autre culture. Mais c'est génial. Attends, on fait des tapis, on fait des trucs. Aussi, on est prof ukrainienne. On a fait un truc traditionnel qu'ils font pour les femmes. Les couronnes. Oui, les couronnes de fleurs. Et on a fait plein de trucs avec le sel de chinois. On a appris à faire les gestes pour écrire le chinois. Et c'est incroyable parce que eux, ils mettent avec, par exemple, celle du Congo, on a appris bien beaucoup de l'histoire de cette zone de l'Afrique, mais on va aussi travailler avec la rumba.
et la musique. Alors ça va être double connaissance parce qu'on apprend d'un endroit, mais on apprend aussi l'esprit de l'endroit. C'est l'esprit de la lettre, l'esprit de la langue, l'esprit des gens, plutôt, non? Donc on l'a dit plus tôt, vous êtes contraint à l'exil, en tout cas vous avez fait ce choix-là. Vous êtes basé où aujourd'hui et comment vous continuez à faire à la fois votre art et création et en même temps votre activisme et votre soutien envers vos compatriotes artistes? Oui, mais c'est pas seulement moi. Et on a eu la migration plus grande dans l'histoire de Cuba. L'année dernière, il y a eu seulement qui entraient aux États-Unis, qui ont été légalement enregistrés d'entrée, et 365 000 personnes. Et ça ne compte pas ceux qui ont venu en Espagne, en Ukraine parce qu'ils n'ont pas besoin de visa, Serbie. Il y a plein d'endroits où les Cubains sont partis, fuis, parce qu'il y a une dictature qui ne n'importe pas le peuple. Et bon, d'ici c'est un peu plus difficile parce qu'on n'a pas le corps là-bas, mais en même temps on a accès à beaucoup de gens. Par exemple, pendant que j'étais ici, je suis allée au ministère des Affaires étrangères de la communauté européenne pour avoir un rendez-vous avec la responsable qui est en charge de Cuba et leur dire qu'est-ce qui se passe, informer et aussi demander qu'est-ce qu'ils vont faire pour le peuple, non? Et aussi, je crois qu'on fait de l'incidence, on dit. L'incidencia, ça veut dire de l'activisme un peu plus, on dirait, avec les institutions et en demandant aux organisations internationales de faire le correct pour le peuple. Et en même temps, on soutient les activistes qui sont encore à Cuba. On demande la libération de plus de 1000 prisonniers politiques qu'il y a à Cuba. Encore, oui. Extrait du texte Note on Mother Tongue de Myrène Arsanios. My language has a baby whose language is without words. My language communicates affection to her baby by fluttering her lips, twisting her tongues, and babbling inchoate words, syllables her baby seems to understand. Her baby won't stop laughing. My language is hilarious. My language is searching for a language capable of expressing in words the magnitude of the love she feels towards her son. Soon he will demand words of her. This inevitable human expectation makes my language anxious. My language is an anxious language. Languages who become mothers typically pass down the language their mothers spoke to them, a so-called mother tongue, but my language doesn't speak such a language. My language speaks many languages: French, Italian, Arabic, Spanish, and English, none of which you can call home. Like other languages originating in histories of colonization, my language always had a language problem, something akin to the evacuation of a first or native tongue, a syntax endemic to the brain and to the heart. When she has time, my language barely has any time. My language wastes it Googling etymologies. Etymology, analysis of a word to find its true origin. Etymos, true, real, actual. Native and nation share a common etymology from the Latin natibus, innate, produced by birth. But nations belonging to the nation-state system aren't innate. They are the outcome of ongoing territorial wars, man-made borders oblivious to pre-existing ecosystem in which language and land evolve symbiotically. Ma langue a un bébé dont la langue ne comporte pas de mots. Ma langue communique son affection à son bébé en remuant les lèvres, tordant ses langues et babillant des sons bruts, des syllabes que son bébé semble comprendre. Son bébé rit sans arrêt. Ma langue est hilarante. Ma langue cherche une langue capable d'exprimer en paroles toute l'ampleur de l'amour qu'elle ressent pour son fils, qui bientôt exigera d'elle des mots.
Cette attente humaine inéluctable rend ma langue anxieuse. Ma langue est une langue anxieuse. Les langues qui deviennent mères transmettent généralement la langue que leur mère leur parlait, une langue dite maternelle. Mais ma langue ne parle pas une telle langue. Ma langue parle plusieurs langues, le français, l'italien, l'arabe, l'espagnol et l'anglais. Mais aucune ne lui est propre. Comme de nombreuses langues issues d'histoire de la colonisation, ma langue a toujours eu un problème de langue. Quelque chose de l'ordre de l'évacuation d'une langue première ou natale, une syntaxe propre au cerveau et au cœur. Lorsqu'elle en a le temps, ma langue a très peu de temps. Ma langue le passe à googler des étymologies. Étymologie, l'analyse d'un mot pour trouver sa réelle origine. Étymos, vrai, réel. Natif et nation partagent une même origine étymologique. Tous deux sont dérivés du mot latin nativus, inné, produit par naissance. Mais les nations appartenant à un État-nation ne sont pas innées. Elles sont le résultat de guerres territoriales incessantes, de frontières établies par l'homme, faisant fi de tous les écosystèmes préexistants dans lesquels la langue et la terre évoluaient en symbiose. Et on retrouve Daniel Blanga-Goubet pour clôturer cette conversation. Les travaux et l'ouvrage de Myrène Arsanios ont également guidé la réflexion de cette édition du festival. On peut retrouver dans le programme papier des extraits de ces textes, dont on retrouvera des lectures dans cet épisode. Mais elle prend également part à la programmation de la Free School, je crois. Qui est d'abord Myrène Arsanios et pourquoi vous avez eu envie d'associer son travail à la dramaturgie presque de cette édition? Myrène Arsanios, elle est une poétesse libanaise, libanaise-vénézuélienne, qui a écrit 2 livres magnifiques. Le premier s'appelle The Autobiography of a Language et le deuxième Notes on Mother Tongues. Et elle parle souvent de son rapport à la langue, parce qu'elle a grandi dans une famille polyglotte, donc son père libanais qui parlait arabe, mais qui à la fois a transmis aussi le français, qui était la langue coloniale, et sa mère parlait en espagnol. Elle s'est retrouvée avec plusieurs langues, avec un copain qui parlait italien, mais elle habite à New York, et donc elle écrit en anglais. Moi, j'avais été extrêmement fasciné. Enfin, j'avais rencontré Myrène il y a longtemps, et j'avais toujours trouvé que sa manière d'écrire est d'une richesse et d'une beauté incroyable. Et souvent, je pense qu'on avait en tête un jour de faire quelque chose ensemble. Et la beauté de son écriture, c'est vraiment la performativité du langage. C'est-à-dire, il y a quelque chose, elle écrit sur qu'est-ce que ça veut dire écrire. Elle parle sur quel est son rapport à la langue. Elle commence ses textes en disant « I speak of my language in the third person ». Donc elle parle souvent, et elle écrit souvent du point de vue de la langue. Et c'est quelque chose d'extrêmement riche. Et aussi, il y a récemment, dans ces Notes on Mother Tongue, il y a toute cette dimension sur le lien entre langue, identité, transmission et maternité, qui était aussi quelque chose qui était vraiment présent dans plusieurs réflexions au festival. Et au moment où on a commencé à travailler autour on a vu apparaître en quelque manière cette thématique du rapport entre langue, identité, et on a commencé à réfléchir à ce projet de la Free School avec Tania Bruguera. On s'est dit que c'était vraiment important pour nous de l'inviter. Et de l'inviter tout d'abord avec un texte écrit, avec une publication dans le cadre de la brochure. Et c'est quelque chose que, aussi, pour nous, c'était une toute première fois, mais c'était aussi quelque chose d'extrêmement beau et important. C'est-à-dire revendiquer que donc Myrène artistique, elle fait partie de la programmation du festival avec un projet artistique, et que ce projet artistique, c'est un texte. Et que l'écriture est une des formes artistiques qu'on peut présenter. L'écriture dans sa performativité. Et d'autant plus que c'est un projet artistique qui n'est pas simplement annoncé dans la brochure du festival, mais qui est présente directement dans la brochure. Et donc, cette possibilité de pouvoir faire circuler cette brochure qui circule avec beaucoup d'exemplaires en quelque manière à Bruxelles, mais de pouvoir offrir une expérience artistique directement dans la brochure. Et en même temps, on a décidé de l'inviter à Bruxelles, et aussi on avait envie d'organiser une conversation entre Myrène Arsanios et Tania Bruguera autour justement du rapport et de la complexité du rapport entre langue et identité. Elle a donné une lecture dans une série
de conversation qu'on a dans le cadre de la Free School sur cette relation entre langue et intégration. Donc on a commencé avec Myrène Arsanios, on va avoir Ahilan Ratnamohan, qui est une artiste australienne d'origine sri-lankaise qui va présenter aussi un projet dans le cadre du festival, et une troisième rencontre avec Louisa Yousfi, qu'on va accueillir à Bruxelles autour de son livre Rester barbare, dans lequel il y a justement cette réflexion sur la langue. Donc pour moi, dans Rester barbare, il y a quelque chose qui est vraiment en écho avec toute cette réflexion sur l'idée d'intégration que est ouverte dans le School of Integration. Quelle est cette idée d'assimilation, d'intégration, et quelle est la possibilité de rester barbare, selon le terme de Louisa Yousfi, et donc de pouvoir revendiquer aussi la richesse d'une culture qui refuse de se domestiquer et qui refuse en quelque manière de s'invisibiliser pour pouvoir se formater à une homogénéité culturelle. شكون نتا سميت امك سميت باك فين راك هان من ساكن. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute où vous pouvez laisser vos commentaires ou mettre quelques étoiles. Merci de votre écoute. أما في الحياة غادر التشاؤم